Voilà, Pierre Delamotte et Abdel Hadi Idrissi qui s'installent sur notre plateau télé. Nathan, s'il veut bien, il peut rester, hein, il n'y a pas de souci pour les questions hein, qui vont continuer à affluer vers le site de Ucook Innovation. Alors donc là, c'est deux commerciaux que nous accueillons hein, d'un groupe qui s'appelle Iwase Cosfa Europe. Est-ce que vous pouvez nous le Exactement. présenter? Parce que moi, personnellement, je ne le connais pas. J'en ai entendu parler, mais vous pouvez le présenter, Pierre? Pas de souci. Donc bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui au sein de la cinquième édition de UCOOK Innovation. Donc moi-même et Abdelhadi Drissi, nous sommes commerciaux au sein de l'entreprise Iwase Kosfa. Donc Iwase Kosfa, c'est une société japonaise qui commercialise des ingrédients cosmétiques et agroalimentaires. Et nous représentons la filiale européenne de Iwase Kosfa. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler de l'agar-agar, et donc qui est un agent gélifiant, et de ses multiples applications, notamment dans le secteur agroalimentaire. Voilà, les multiples utilisations d'agar-agar. Alors, est-ce que sur notre écran, on a donc la présentation donc, du PowerPoint qu'ont préparé donc, Pierre et Abdelhadi? Parce que pour l'instant, on a rien, mais ça va revenir, je pense, d'ici quelques secondes. Voilà, c'est parfait. Merci, merci, la technique. Parfait. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu l'histoire de l'agar-agar, ses spécificités, ses différences avec les autres hydrocolloïdes et les différentes applications qu'on peut en faire sur le marché de l'agroalimentaire. Donc du coup, l'agar-agar est utilisé depuis 400 ans au Japon, notamment dans un plat traditionnel qui ressemble un petit peu à des nouilles. Ce sont des tokoroten. Donc c'était en l'an 1600 à l'ère Edo. Et donc c'est un moine japonais nommé Agar qui le découvre. Et donc ça a été la première invention d'un agent gélifiant au Japon. Alors donc l'agar-agar a été découvert donc sur l'île principale du Japon, donc dans la préfecture de Nagano. Donc ce qui est un peu drôle parce que cette préfecture n'est pas mitoyenne avec les côtes, un peu comme Olmix. C'est parce que cette préfecture a un climat assez particulier. Euh, le, la, on va dire que le climat est chaud en journée et froid dans la nuit, donc ce qui favorise un freeze drying qui permet l'extraction de manière naturelle de l'agar. Donc on peut voir en haut à droite une photo de la manière traditionnelle dont est extrait l'agar dans la préfecture de Nagano. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des usines plus modernes pour réaliser ces extractions. Et ensuite, on a deux images donc des différentes algues qu'on utilise dans leur milieu naturel. Donc l'agar-agar est constitué de deux algues, donc la Gelidium et la Gracilaria. Donc pour fabriquer l'agar-agar, on va utiliser donc ces deux algues et en fonction de leur mélange, on va obtenir des textures différentes en fonction de ce que l'on veut réaliser avec. Donc l'agar-agar peut être sourcé un peu partout dans le monde avec les deux algues différentes que l'on peut utiliser. Donc vous pouvez le voir en Amérique latine, en Indonésie, en Asie, en Afrique et en Europe. Donc ce qui permet d'avoir une bonne chaîne d'approvisionnement et d'éviter des ruptures qui peuvent être assez problématiques, notamment en agroalimentaire. Donc pour ce qui est du mécanisme de gélification, pardon, donc l'agar-agar est un linéaire polymère qu'on va mélanger dans une solution aqueuse. Ensuite, on va le faire chauffer. Il va y avoir la formation d'une double spirale. Donc, on va faire chauffer jusqu'à 80 degrés. Et ensuite, on va faire refroidir jusqu'à 40 degrés. Et à 40 degrés, il va se former un network. Et donc, du coup, les doubles spirales vont se croiser. Ainsi, l'eau va être emprisonnée dans ce network et le gel va se former. Alors, pour ma part, oui. Alors, pour ma part, je vais vous parler des différences avec les autres hydrocolloïdes.
Donc on peut retrouver différentes sources d'hydrocolloïdes, donc principalement les algues, comme on a pu en parler, les conférenciers précédents, donc avec la carragénane, l'agar ou encore les alginates, des résines avec l'arabic gum ou l'acacia gum, des graines avec le locust bean gum ou le guar gum, les pectines aussi qui sont d'origine, donc qui viennent des fruits, qu'on peut retrouver dans les confitures par exemple, mais aussi des micro-organismes, donc pour les xanthanes et gélanes gomme, et enfin donc les gélatines animales qu'on retrouve, plus souvent. Donc là, on voulait vous faire une petite comparaison entre le Inacanten Smooth, donc le produit qu'on commercialise, et l'agar classique qu'on retrouve sur le marché. Donc la première différence, donc déjà pour obtenir cet agar, comme a dit mon collègue Pierre, c'est par un ratio des deux algues utilisées pour la fabrication de l'agar. Donc c'est en jouant sur ce ratio qu'on obtient ce produit-là. Donc la première différence, donc c'est la structure du produit. On va avoir un gel qui est beaucoup plus crémeux et smooth, alors que l'agar classique qu'on connaît, qui est utilisé principalement pour des gelées, va avoir une texture beaucoup plus cassante. Même en bouche, on va avoir une texture beaucoup plus cassante, alors qu'on va avoir une texture très crémeuse en bouche. L'idée de ce produit est de limiter les contraintes d'utilisation pour les industriels. Donc on va avoir deux points. Donc le premier point, c'est la température de dissolution qui va être beaucoup moins élevée par rapport à l'agar classique qui est à 95 degrés, donc ce produit-là est à 80 degrés. Et ensuite, la solubilité du produit. Donc on va avoir un produit qui est soluble dans n'importe quelle base aqueuse, donc de l'eau, du jus, du lait, ce qui facilite son utilisation, alors que l'agar classique doit être en amont mélangé à de l'eau, puis mixé. Donc on voulait aussi comparer l'agar, donc qui est d'origine, qui vient des algues, avec les gélatines d'origine animale. Donc on retrouve les températures de dissolution et de gélification qui sont différentes, mais on retrouve le même gap de 40 degrés entre ces deux températures qui nous permet d'avoir un laps de temps pour utiliser le produit et le transférer entre les cuves. Par rapport au point négatif, l'un des seuls points négatifs avec l'agar, c'est l'utilisation de l'agar à haute température à bas pH, alors que la gélatine a tendance à interagir avec les enzymes et n'aime pas beaucoup les hautes températures, si je puis dire. Par rapport aux différentes applications, donc on peut retrouver de l'agar dans des glaces pour éviter la cristallisation, dans des cakes pour avoir un bon moelleux, dans des éclairs au chocolat par exemple sur le fondant, donc la partie supérieure pour éviter le transfert de produits sur l'opercule vu que c'est un gélifiant qui tient bien, dans des mousses, mais également dans des fromages à tartiner, principalement végétaux, des verrines, des nappages ou des yaourts végétaux ou des crèmes dessert végétales. Donc je voulais faire un focus sur les nappages et sur les yaourts et les végétaux. Donc par rapport au nappage, c'est un produit qui peut être utilisé, il est très intéressant car il permet de limiter le relargage d'eau lors de la décongélation. Donc c'est un nappage blanc donc à base d'eau, de sucre et d'agar qui est en spray, qui est appliqué avant congélation, donc qui permet d'éviter le relargage d'eau. Donc si on prend les problématiques classiques d'un industriel, donc lors de la décongélation de tartes aux fruits par exemple, on va revoir le relargage d'eau des fruits. Ce produit-là donc permet d'éviter ce problème-là tout en gardant l'aspect du produit et la texture. Et donc ça reste un produit qui est 100% naturel. Donc ça permet de pallier à plusieurs problématiques industrielles. On retrouve très peu de gélifiants sur le marché qui résistent à la décongélation. Encore une fois, il y a des points de brix et de matière sèche à respecter, mais en général, c'est un produit qui résiste très bien à la décongélation. Par rapport aux yaourts végétaux, donc ça permet de remplacer certains ferments lactiques pour la gélification et pour retrouver donc la texture crémeuse, on va dire, d'un yaourt classique, tout en restant 100% végétal et 100% naturel.
Et pour ce qui est des crèmes dessert aussi, on a beaucoup d'utilisation principalement pour l'aspect crémeux. Donc, pour conclure, donc l'agar, au-delà des aspects techniques qu'il peut offrir, donc il a une image très intéressante. On a une bonne image sur le marché. Donc, c'est un produit qu'on peut retrouver en grande consommation. C'est un produit qu'on peut retrouver dans la cuisine d'une ménagère. Donc, ce qui permet, ce qui offre. Donc, c'est un produit comme je disais, qui a une bonne image et ce qui est en adéquation avec le marché actuel. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Eh bien, justement, les questions, nous en avons, puisque nos internautes ont été assez réactifs. Alors, une première question, Nathan. Une question de Vincent Le Guillou. Peut-on produire soi-même de l'agar-agar? Alors, non. C'est un processus qui est assez long. Et donc, en usine, aujourd'hui, c'est un processus qui prend qui nécessite. Donc, il y a deux façons de produire de l'agar. Donc, soit un processus de freeze drying avec une presse qui va venir presser, soit juste un processus de chaud-froid, encore une fois, dépendamment des textures. Mais c'est en usine et c'est un peu complexe de fabriquer de l'agar soi-même. Donc, comme on disait, il était fabriqué traditionnellement, mais c'était il y a plusieurs années. Et l'agar-agar, c'est cher? Est-ce que le prix d'achat est élevé ou pas? Oui, À la par base. rapport à un produit, à un autre gélifiant, par rapport à des carragénanes qui viennent aussi d'algues ou par rapport à des gélatines, ça va être un produit qui va être plus onéreux. Donc le process de fabrication est un peu plus compliqué. Donc c'est un produit qui est plus onéreux que d'autres gélifiants. Une autre question, celle des internautes. Une question de Laure Lemarchand. L'agar-agar est utilisé pour de multiples applications, surtout pour ses propriétés gélifiantes comme la gélatine. Pourquoi? Alors, c'est utilisé principalement, donc comme on voit, on a un virage du végétal, des produits verts. Comme je disais, l'agar a une image, que ce soit vers du consommateur final ou de l'industriel, une image assez verte, une image d'ingrédient et non pas d'additif, malgré son appellation d'additif. Donc, et ça permet de supprimer, encore une fois, ces gélatines. Une autre question, Nathan? Une question de Stéphane Mahé. Les processus d'extraction sont-ils éco-responsables? Alors, les processus d'extraction sont-ils éco-responsables? Je dirais que oui, parce que c'est un processus qui est physique et non pas un processus chimique. Donc, il n'y a aucun additif chimique qui est utilisé dans le processus. Donc, je dirais que oui, c'est un processus éco-responsable. Autre question, Nathan? Non, pas pour l'instant. Il nous reste donc quelques minutes. On va pouvoir eh bien, vous en poser d'autres questions. Vous avez parlé des centres de recherche qui travaillent, j'imagine, sur la qualité, l'innovation. C'est un défi pour le développement d'agar-agar aujourd'hui du côté du Japon, parce que les centres de recherche sont là-bas. Oui, Principalement. exactement. Alors, les centres de recherche sont au Japon. Les principaux fabricants sont au Japon et en Chine. Donc oui, c'est un enjeu. L'innovation dans ce domaine est un enjeu vu que initialement, c'est un gélifiant qui n'est pas trop utilisé pour des crèmes, pour les applications dont je vous ai parlé. Donc il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, notamment au Japon dans nos centres de recherche pour réussir à avoir des textures différentes. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir 3 textures. Donc une texture par exemple plus dure pour des applications en barre, des textures plus crémeuses donc voilà, pour les desserts lactés ou encore des textures un peu élastiques pour des bonbons en gelée. Donc il y a vraiment une problématique d'innovation, de retrouver de nouvelles textures pour attaquer de nouveaux marchés. Voilà. Il y a vraiment une problématique d'innovation sur ce milieu. Alors, encore une question d'un internaute qui vient tout juste de tomber sur notre site internet. Une question de Laure Lemarchand. Est-elle plus facile à travailler ou seulement un critère économique avec un prix d'achat faible? Alors, pour des personnes, pour des industriels qui utilisent l'agar comme alternative à la gélatine, ça va être un produit qui va être aussi simple à travailler. Et non, les personnes qui utilisent l'agar ne vont pas l'utiliser pour des raisons économiques, mais plutôt pour des raisons techniques et des raisons environnementales, plus que pour des raisons économiques, car comme je disais, le produit reste un peu plus cher qu'une gélatine ou qu'une carragénane classique.
Eh bien, il me reste à vous remercier, Pierre Delamotte et Abdelhadi Idrissi. Donc, vous êtes commerciaux, on vous le rappelle, chez Iwasé, COSFA, COSFA Exactement. Europe. Voilà, on ira voir sur Internet d'ailleurs pour découvrir tout cet univers, parce que vous êtes vraiment des experts dans le domaine donc, de l'agar-agar, et on en sait un peu plus maintenant donc, sur agar-agar. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. On sait que vous avez encore de la route à faire pour repartir sur Paris, mais encore une fois, merci d'être venu avec nous dans les Côtes d'Armor pour cette présentation.